Pourquoi tu lances la truite de Schubert, là ? Bah, la truite, c'est comme les saumons, c'est pareil. Non, mais rien à voir. Lance les saumons. Bienvenue dans Les Saumons. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui vont à contre-courant. Ce qui était compliqué, c'était commencer à y avoir vraiment un grand écart entre ma pratique professionnelle et la façon dont moi je me soignais, la façon dont j'avais envie de prendre soin des gens aussi en fait. Dans ce nouvel épisode des Saumons, je donne la parole à Maude Guillemet, qui est naturopathe, mais qui n'est pas arrivée à la naturopathie en ligne droite. Elle a d'abord été infirmière, puis a fait une incursion dans l'univers des métiers manuels agricoles. Je l'ai interrogée sur ce parcours singulier, ainsi que sur la naturopathie, une discipline dont on entend de plus en plus parler, mais dont on ne sait pas forcément tout. Bonjour Maude. Bonjour Adeline. Je suis très très heureuse de t'accueillir dans les Saumons. Alors, aujourd'hui, on enregistre dans un lieu un peu particulier. C'est un lieu qui s'appelle Hop Hop Hop. Hop Hop Hop, j'y reviendrai, j'espère, bientôt dans les Saumons. Mais pour le présenter en quelques mots, c'est un collectif d'indépendants de tous horizons, en fait, et vous partagez un espace de travail. Donc toi, tu as tes bureaux chez Hop Hop Hop. Il y a aussi des événements qui sont organisés. Vous êtes beaucoup de créatifs, il y a pas mal de graphistes, d'architectes, et puis il y a aussi du coup des praticiens de santé, de médecine douce, on va dire. Et donc ça fait sens parce qu'ici, tu as aussi créé quelque chose qui s'appelle la douceur, et tu nous en parleras tout à l'heure. Tu es naturopathe, et si je te saumonne aujourd'hui, c'est parce que tu as un parcours qui est assez atypique. Tu n'es pas venue à la naturopathie en ligne droite. Alors, je voudrais que tu nous parles justement de ce parcours. Donc, moi, je suis naturopathe aujourd'hui, ça fera bientôt 3 ans maintenant. Voilà. Mais avant, j'ai été infirmière. D'accord. Voilà, je suis sortie de l'école d'infirmière en 2005. Et puis, en tout, j'ai pratiqué pendant 7 ans, et avec des moments d'interruption pour des voyages, etc. D'accord. Et surtout, en 2012, si je ne me trompe pas, en fait, voilà, j'ai pris une disponibilité de 3 ans. C'était un moment où je questionnais ma pratique d'infirmière, ça devenait compliqué. Qu'est-ce qui était compliqué, justement ? Ce qui était compliqué, c'était commencer à y avoir vraiment un grand écart entre ma pratique professionnelle et la façon dont moi je me soignais, la façon dont j'avais envie de prendre soin des gens aussi, en fait. D'accord. Voilà. Tu te soignais justement à base de médecine douce Je faisais attention, je prenais soin par l'alimentation, par effectivement aussi les huiles essentielles, des plantes plutôt que des médicaments chimiques, effectivement. Et puis aussi, c'est un métier qui est devenu de plus en plus dur, avec pas beaucoup de remplacement des départs en retraite, donc une charge de travail plus importante. Je travaillais dans des services qui pouvaient être stressants, donc un mélange de beaucoup de responsabilités, de stress de travailler dans l'urgence, de aussi un regard sur soi pas toujours très positif quand on doit prendre soin des gens, et pour autant, parfois, on est amené à les presser parce qu'on sait qu'on a toute une charge de travail derrière, en fait, et ça, c'est pas très valorisant. Donc, il y avait tout ça, et puis, en même temps, j'avais besoin peut-être de quelque chose de l'ordre d'un retour à la terre ou quelque chose comme ça. Voilà. D'accord. Donc, j'ai pris 3 ans de disponibilité de la fonction publique hospitalière pour faire, on appelait ça du woofing en France, en fait. Voilà, travailler dans des fermes qui pratiquent l'agriculture biologique. Et puis, ton projet à ce moment-là, c'était quoi, justement ? Mon projet, alors, à l'époque, je pensais me réorienter vers un métier manuel agricole. Oui. Et j'avais envie de me former à plusieurs activités agricoles pour pouvoir travailler dans une ferme en collectif avec d'autres. Et puis de pouvoir échanger les activités, voilà. Donc du coup, quel était ton projet professionnel à ce moment-là, au moment où tu as commencé à être dans le monde de l'agriculture ? En fait, c'était à la fois un projet professionnel et un projet de vie aussi. C'était un moment où je questionnais beaucoup de choses, aussi de vivre ensemble. Donc il y avait à la fois le côté professionnel où j'avais envie d'un métier plus concret, c'est très concret aussi, mais peut-être plus manuel. Oui. Donc voilà. Donc j'avais envie de me former à l'agriculture, en fait. Voilà. Au travail paysan, à différents travails paysans. Et en même temps, je m'intéressais de plus en plus au mode de vie collectif, à la dynamique collective. Et l'idée, ça a été pour moi de voyager en France, dans différents endroits, donc c'était aussi un voyage, et d'aller à la rencontre de différents modes de vie ensemble, sur des fermes. Voilà, donc j'ai fait du maraîchage, j'ai appris à faire du pain à la main, à traire des chèvres, à faire du fromage,
faire des cueillettes de plantes médicinales et aromatiques. Voilà. Tu as exploré plein de domaines. Plein de domaines. J'ai appris énormément de choses. Ouais. C'était très très riche et très intéressant. Et finalement, tu n'es pas restée dans ces métiers manuels agricoles. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Dans les lieux où je passais, je me rendais compte que je me retrouvais souvent dans la posture toujours quand même dans la posture de soin. Soit, comme les gens savaient que j'étais infirmière, en fait, quand il y avait des petits bobos, des questionnements de santé, en fait, on s'adressait toujours à moi. Ou même aussi dans ma posture... dans les fermes, dans le soin aux animaux aussi, voilà, et même aux plantes, en fait. Ah oui. Voilà, ouais. Il y a une période où je me suis intéressée comment on peut prendre soin des plantes avec d'autres choses que la chimie. Oui. Donc tout ce qui est fermentation d'ortie, de consoude, etc. Je suis restée à un moment donné longtemps sur un lieu où j'avais comme un petit atelier en fait. Tu faisais des petites potions. Je faisais des potions, ouais, pour les plantes pour le coup. Et voilà, donc il y a eu un moment où je me suis questionnée en fait. Est-ce que peut-être c'est dommage en fait si je laisse cette part-là de moi, voilà, de soins. Après il y avait la question mais comment je vais pouvoir exercer, quel type de formation je vais faire. Je m'intéressais beaucoup aux plantes. Alors je m'étais posé la question de la formation d'herbaliste à Lyon, l'école des plantes, qui m'intéressait beaucoup, mais que je trouvais pas très appliquée. Je voyais pas trop comment j'allais pouvoir l'utiliser en fait, même si je savais que ça me passionnait. Oui, parce que quand tu es herbaliste, tu ne peux pas pour autant ouvrir d'herboristerie. Tu peux pas conseiller, voilà. Tu peux travailler dans une herboristerie, mais c'est la vente en fait. Oui, c'est ça. Alors qu'ils ont un savoir énorme, c'est très frustrant, j'imagine, pour eux, quoi. Et donc voilà, donc ça j'ai laissé de côté, et puis j'ai laissé venir, et à un moment donné, la naturopathie est venue. Je saurais pas te dire comment. Voilà, je saurais pas te dire depuis... Ah, il t'a trouvé. Ouais, voilà. Et quand c'est venu à moi, là, ça a été comme une évidence, et tout, le chemin s'est ouvert jusqu'à la formation, jusqu'à l'installation. Alors du coup, quelle formation est-ce que tu as suivie ? J'ai fait une école de naturopathie. L'école de naturopathie à Dijon. Il y a différentes écoles en France, certaines qui font partie de la fédération, d'autres non. Donc celle-ci fait partie de la fédération naturopathie. Et tu as mis combien de temps à te former ? Alors moi, je l'ai fait en 1 an à plein temps. C'est pas une formule courante. Le plus souvent, c'est en 2 ans ou 3 ans. Dans ces cas-là, du coup, c'est pas une formation à plein temps, c'est une formation un week-end sur 2 ou un week-end par mois, plus... qui est compatible éventuellement avec une activité professionnelle, voilà. Du coup, c'est pour les réorientations, les reconversions. Voilà. Ouais. D'accord. Alors, on parle de naturopathie, du coup, depuis tout à l'heure. Peut-être qu'il est bien aussi de refaire un petit point de vocabulaire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la naturopathie ? Qu'est-ce que c'est que la naturopathie ? Oui. La naturopathie, c'est une médecine traditionnelle. Elle est reconnue comme médecine traditionnelle par l'OMS. Voilà. C'est la médecine traditionnelle occidentale, comme il y a la médecine traditionnelle chinoise ou l'Ayurveda. C'est une médecine qui s'attache, on dit, à redonner la vitalité au corps, la capacité au corps de soutenir ses propres processus d'auto-guérison. Donc en fait, au lieu de s'attacher à vraiment directement à une maladie ou à un diagnostic, on va plutôt s'attacher à des dysfonctionnements. Donc aller soigner des systèmes, des organes, et puis les mettre en lien aussi. Voilà, donc on ne va pas s'intéresser seulement à un organe dysfonctionnant, mais faire le lien avec les autres. Comment ça fonctionne ? C'est un entretien, c'est un peu comme une petite enquête. Oui. Voilà, on va parler de l'histoire de vie de la personne, de ses symptômes, de ses maux, de ses antécédents, des antécédents familiaux, voilà, aussi de son état émotionnel. J'imagine que tu dois enquêter vraiment profondément parce que parfois on ne fait pas le lien entre différents mots qu'on peut avoir. On se dit, j'ai mal au ventre d'un côté, j'ai mal à la tête, pourquoi ça serait la même chose ? Oui. Et finalement, toi, tu dois vraiment poser énormément de questions, j'imagine. Je pose beaucoup de questions. Le premier entretien dure 2 heures, et on peut penser que c'est long, 2 heures, mais en fait, ça dure vraiment 2 heures, et j'ai besoin de ce temps-là, en fait. Et après, c'est sûr qu'en ça, mon métier d'infirmière m'aide beaucoup. Et alors, du coup, on peut venir te consulter quand on a quel genre de pathologie ? C'est très très large, mais tout de même, il faut avoir en tête que c'est plutôt pour des maladies chroniques. Oui. Quand c'est une maladie aiguë, la naturopathie,
oui, peut être indiqué, mais les gens viennent plutôt pour des problèmes de maladies chroniques. Par exemple, les personnes qui viennent me voir viennent pour des problèmes de troubles digestifs, des problèmes de sommeil, des problèmes d'acné, des problèmes autour du cycle menstruel ou pour accompagner la préménopause, la ménopause, des problèmes articulaires, des problèmes de maladies auto-immunes aussi, oui. Voilà, comme la polyarthrite rhumatoïde, la rectocolite hémorragique, le diabète, voilà, c'est très très large. D'accord. En fait, il y a des pathologies qui reviennent tout le temps, qui pourraient être liées à notre vie moderne. Est-ce que tu vois des schémas se répéter chez les personnes qui viennent te consulter ? Oui, déjà en fait quasiment tout le temps, peu importe pourquoi on vient me voir à la base, dans 95% des cas il y a des troubles digestifs. Ouais. Et on le sait aujourd'hui, hein, voilà, l'intestin c'est au cœur de la santé, et vraiment moi ça se confirme au cabinet. Ensuite, il y a très très souvent aussi un foie surchargé. Ouais. Et tout ça, c'est lié à quel Tout ça, c'est lié... Alors, le foie surchargé, c'est à la fois lié à l'alimentation, à l'exposition aux polluants. C'est en lien aussi avec l'intestin fragilisé, qui laisse passer trop de choses dans la circulation sanguine. Et après, à l'émotionnel aussi, comment on prend en compte nos émotions, et notamment l'émotion de la colère, qu'on a du mal à traverser, à laisser vivre, à pas juger. Toutes les colères rentrées, très très en lien avec le foie. Voilà. Et cet intestin malmené, il est malmené par quoi en général ? Alors, il est malmené par plusieurs choses. Clairement, déjà par l'alimentation. Ouais. Voilà, une alimentation qui est souvent pro-inflammatoire. Par l'eau aussi, hein, l'eau chlorée. Voilà, le chlore, c'est un antiseptique. Donc, l'eau du robinet fait une antisepsie de l'intestin. Là, principalement bien sûr, tous les traitements, les traitements antibiotiques. Voilà, je pense aujourd'hui les gens font plus attention, mais il y a eu une époque où on ne se rendait pas compte en fait, des dégâts que faisaient les antibiotiques. Et puis tout un tas d'autres traitements aussi qui ont les anti-inflammatoires non stéroïdiens. On ne fait pas forcément tout de suite le lien aussi, mais tous les médicaments qui changent le pH de l'estomac. D'accord, par exemple par exemple, tout ce qui est Inipomp, Inexium, qui sont prescrits soit chez des personnes qui ont des douleurs d'estomac, ou quand il y a pour pallier aux effets secondaires des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Oui, donc c'est vraiment le cercle vicieux. On empire les choses plus qu'on les améliore finalement en surchargeant. D'accord. Est-ce que tu fais un lien aussi corps-esprit dans toute ton enquête ? Tu fais beaucoup parler les gens, alors on parle de symptômes, mais est-ce que tu cherches aussi des choses émotionnelles, justement ? Oui, je m'intéresse beaucoup aux émotions. Après, moi, j'ai pas de formation particulière en psychothérapie, mais c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours. Je me suis beaucoup intéressée quand j'étais à l'école d'infirmière, et puis ensuite encore. Et du coup, j'ai cette écoute attentive particulière. Voilà. Et effectivement, je cherche à faire des liens. Par exemple, le lien, j'essaye de voir quand je sens que le foie est surchargé, est-ce que l'émotionnel colère peut être exprimé, est-ce qu'il y a la place pour ça, voilà. Donc je fais aussi un lien entre la qualité et l'intégrité surtout de la muqueuse intestinale et un peu l'enveloppe psychique, voilà. Parce il faut que tu détailles tout ça. Ouais, faut que je détaille tout ça. L'intestin est comme une frontière un petit peu entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Une frontière entre l'intérieur et l'extérieur, puisque avant de pouvoir passer la muqueuse de l'intestin et rentrer au niveau sanguin, les aliments vont devoir être suffisamment digérés. Oui. Mais au début, ils sont comme des éléments totalement étrangers en fait au corps. En ça, c'est comme une frontière, une zone d'entrée. Également, dans cet intestin, on a des bactéries, des levures, des virus qui vivent ici avec nous en bon voisinage, mais qui ne devront pas rentrer à l'intérieur. Voilà. Donc on a une sorte de frontière aussi entre l'intérieur et l'extérieur. Et le parallèle avec le psychisme. Le parallèle avec le psychisme, c'est que on peut observer en fait quand cette muqueuse comme ça n'est pas suffisamment intègre, potentiellement elle laisse passer certaines choses. Hein, voilà. On peut observer aussi une enveloppe psychique, peut-être qui manque de contours en fait, pas suffisamment définie. Voilà. Alors soit avec des personnalités qui vont du coup être sur la défensive pour éviter parce qu'elles sentent, si on fait le parallèle avec la muqueuse intestinale et l'immunité, une immunité par exemple qui va se sentir trop proche de ces bactéries en fait, va pouvoir être sur la défensive, donc avec une immunité à type qui va provoquer des allergies ou des maladies auto-immunes. Voilà. D'accord.
Ça, c'est impressionnant. ou alors des personnes voilà, aussi à l'enveloppe psychique un peu trop trouée, voilà, qui vont avoir du mal à sentir les limites entre eux et les autres et qui vont peut-être se laisser facilement envahir par l'autre en fait. Et peut-être parallèlement, on pourra observer une immunité un peu basse. Voilà, avec quelqu'un qui sera souvent sujet aux infections, qui se laissera facilement aussi envahir par l'extérieur. Oui, donc finalement, l'intérieur de notre corps peut aussi être le reflet de ce que l'on dégage à l'extérieur. Exactement. Oui, c'est assez fou. Et quel type de soins est-ce que tu apportes du coup à tes patients? Alors la base, en fait, c'est un peu l'hygiène de vie. Donc ça va être un travail sur l'alimentation, sur quelle activité physique j'ai, est-ce que je fais des activités en extérieur aussi, est-ce que je respire suffisamment un air plus frais, est-ce que j'ai un contact avec la lumière, avec la nature, enfin, c'est très très large dans l'hygiène de vie. Est-ce que aussi, est-ce que je donne du sens à ma vie? Est-ce que j'aime mon métier? Est-ce que ça se passe bien à la maison, dans ma famille? Est-ce que je suis à ma place en fait? Est-ce que tout ça, ça fonctionne bien? Est-ce que j'ai une hygiène émotionnelle aussi? Est-ce que je fais de la méditation, de la relaxation? Est-ce que je fais une psychothérapie? Enfin voilà, tout ça, c'est des questions. Des choses à voir ensemble. Et puis après, il y a des soins plus spécifiques, voilà, qui se font avec soit des plantes, des compléments alimentaires, des minéraux. Selon les pathologies. Selon les pathologies, avec évidemment un travail important de cicatrisation intestinale, de détox du foie, un travail au niveau de l'immunité. Est-ce qu'on a besoin de l'apaiser, de la stimuler? Est-ce qu'on a besoin d'apaiser l'état inflammatoire? Est-ce que voilà. Donc ça se fait par l'alimentation. Et puis des plantes, des compléments alimentaires, voilà, sous forme de cure. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier? Dans ce métier qui semble très varié, mais qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus? Ce qui m'enthousiasme le plus, déjà, c'est d'être en lien voilà, avec les gens. C'est des histoires à chaque fois personnelles. Voilà, donc c'est riche, c'est touchant aussi de voir aussi au fur et à mesure des mois certaines personnes vraiment changer, prendre leur vie en main, des fois vraiment trouver leur place aussi. Il y a des histoires très très touchantes. Et puis oui, dans si quand on voit voilà, le corps qui va mieux, l'esprit qui va mieux, voilà. Oui, mais tu vois vraiment évoluer les gens au fil des mois. C'est très gratifiant, valorisant, encourageant et puis stimulant aussi. C'est un métier très stimulant. Et comment est-ce que tu définirais ta particularité en tant que naturopathe? Parce que vous êtes nombreuses et nombreuses. Je pense que vous avez tous votre petite touche. Et donc toi, comment qu'est-ce qui te distingue d'après toi? Comment tu te vois par rapport aux autres praticiens? Je pense que ma pratique d'infirmière influence beaucoup ma pratique de la naturopathie, ce qui fait que je suis plutôt dans la matière. Voilà, je suis dans le questionnement, ce qu'on appelle le questionnement clinique, je vais faire des liens, je questionne les symptômes. Je pense que ça, c'est une particularité. Aussi, je m'intéresse énormément, j'ai rédigé et soutenu un mémoire sur l'intestin, donc je suis vraiment passionnée par le sujet, j'ai fait plusieurs conférences sur ce sujet, donc je pense que c'est une de mes spécialités. Et tu m'as confié, hors micro tout à l'heure, que tu as écrit un article là qui va être publié sur le diabète de type 2. Sur le diabète de type 2, oui. Alors, tu ne peux pas nous expliquer la totalité de cet article, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu as été amenée à écrire sur ce sujet et quel est le lien avec la naturopathie? Alors, j'ai été amenée à écrire ce sujet. C'est une question de rencontre en fait, voilà, de rencontre avec l'éditeur où on était allés ensemble à une conférence formation sur le diabète de type 2. Et puis après on a eu l'occasion de se retrouver à nouveau, on a échangé sur cette conférence qui était vraiment très très intéressante et qui a modifié notre pratique de naturopathie. Et du coup on échangeait sur ce que j'avais pu mettre en place au cabinet. Enfin là on a eu une discussion très très intéressante. Et il m'a proposé d'écrire ce dossier, cet article dossier. Pour un magazine? Pour un magazine. Spécialisé dans la naturopathie, voilà, qui s'appelle Solutions Naturopathie. D'accord. Et donc cet article part du diabète du type 2 avec une approche qui a changé là, depuis quelques temps. Donc en gros, dans le diabète de type 2, l'approche classique consiste à s'intéresser essentiellement au fait que le taux de sucre dans le sang augmente. Le problème, c'est que quand on se rend compte que le taux de sucre dans le sang est augmenté, ça fait déjà bien longtemps en fait, qu'il y a des dysfonctionnements. D'accord. Parce que le corps pallie pendant longtemps en augmentant la production d'insuline pour faire entrer ce sucre dans le sang.
Et ce qui se passe, c'est que pendant ces années où on a un taux de sucre contrôlé au bilan sanguin normal, pour autant, on va avoir un taux d'insuline très élevé. Et ça, c'est délétère. Voilà, l'insuline, c'est une hormone qui est pro-inflammatoire, qui va faire du surpoids, qui est un facteur de risque quand elle est trop élevée sur les maladies cardiovasculaires. C'est aussi une hormone qu'on dit anabolisante, qui est un facteur de croissance. Du coup, c'est aussi risqué pour le développement des cellules cancéreuses. Enfin, voilà, ça a vraiment pas mal de conséquences. Et du coup, dans cet article, voilà, je parle de cette approche où c'est important de ne pas porter l'attention que sur le taux de sucre sanguin, mais sur le taux d'insuline et la résistance à l'insuline. Voilà, ça change aussi la façon dont on peut le diagnostiquer. Voilà, donc il y a d'autres bilans sanguins que la glycémie à jeun à faire, en fait. Voilà, contrôler aussi l'insuline à jeun et l'index DOMA qui permet de mesurer la sensibilité, la résistance à l'insuline. D'accord. Et après, dans son traitement aussi, c'est très intéressant. Le diabète de type 2, c'est une pandémie, c'est une épidémie aujourd'hui, en fait. D'accord. Voilà, vraiment. Ah oui, ok. Oui. Et ce qui est étrange, c'est que c'est une maladie qui est considérée comme irréversible, chronique et dégénérative. Donc, qui ne se soigne pas et qui va évoluer et toujours vers le mauvais sens. D'accord. Alors qu'on connaît parfaitement les causes de cette maladie qui sont l'alimentation et la sédentarité. Alors pourquoi, si les causes de cette maladie c'est l'alimentation et la sédentarité, cette maladie est irréversible, chronique et dégénérative en fait. Oui, voilà. Donc c'est ces articles qui questionnent ça aussi. Voilà, et puis après, ça parle de quel type d'alimentation conseiller. Plutôt, ça parle du jeûne intermittent aussi, enfin, voilà, et de différentes choses. D'accord, très bien. Et juste pour dire aussi que c'est remis en question aujourd'hui, en fait, le fait que cette maladie soit irréversible. Voilà. Oui. Il y a notamment un médecin à Toronto, au Canada, qui est néphrologue et qui, dans sa clinique, soigne des diabétiques de type 2, soigne ces personnes, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus de traitement aujourd'hui, en fait. D'accord. Grâce à une alimentation plutôt pauvre en glucides et riche en graisse, et grâce au jeûne intermittent aussi. Voilà. Donc il y a des solutions. Il y a des solutions. D'accord. On va revenir à ton quotidien, du coup, chez Opopop. Donc tu as ton cabinet, juste à côté d'une salle de méditation, c'est très paisible. Et du coup, tu accueilles ou tu partages l'espace. Tu vas nous expliquer ça avec d'autres praticiens de médecine douce. Et vous avez créé ce qui s'appelle la Douce Heure. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? La Douce Heure, c'est un collectif de praticiens en santé, où il y a des praticiens, à la fois des praticiens qui travaillent sur Opopop, mais aussi des praticiens qui travaillent à l'extérieur. Et ce qui nous réunit, en fait, c'est l'envie de transmettre l'autonomie en santé. Voilà, de transmettre des choses de nos connaissances pour pouvoir permettre aux gens, en fait, de développer leur autonomie en santé. C'est-à-dire qu'on organise des événements. Il y a 2 jours dans l'année, en fait, 2 week-ends santé où les praticiens du collectif proposent des ateliers, des conférences, voilà. Et d'autres événements aussi dans l'année autour de la santé. On a une bibliothèque santé aussi où les gens peuvent venir consulter sur place. Et un groupe de réflexion, donc où là c'est quelque chose qui n'est pas ouvert au public, où on travaille sur un thème commun avec nos sensibilités différentes selon nos pratiques. Donc quels sont les autres praticiens qui sont avec toi ? Donc on a des kinés, des ostéopathes, il y a d'autres naturopathes, des énergéticiens, on a une médecin généraliste, on a des enseignants de yoga, des relaxologues, voilà, j'en oublie certainement. Oui, il y a du monde. Il y a du monde, oui. D'accord. Donc la douceur, c'est un petit peu le pôle bien-être, santé d'Opopop. Son histoire, en fait, au départ, lors d'une conférence justement sur l'intestin, j'ai rencontré Lucille, une des architectes à l'origine du projet d'Opopop. Oui. Et c'était avant même que les premiers résidents rentrent à l'Arsenal. Oui, dans le bâtiment. Dans le bâtiment, voilà. Et Lucille, c'était quelque chose qui lui importait, qui est cet aspect santé, en fait. Et elle pensait déjà à un pôle de ce type-là, qu'on en avait discuté toutes les deux. Et puis, en même temps, elle me disait, voilà, est-ce que toi, ça t'intéresse ? Parce que peut-être moi, ce serait trop de faire la coordination de ce pôle-là. Et forcément, j'étais enchantée, ravie. Donc, on avait en tête
ça, qu'à un moment donné, on rassemblerait des gens autour de ce pôle, en fait. Et ça a eu lieu en novembre 2018. D'accord. Donc, peut-être pour boucler tout cela, si on veut te trouver, donc on peut te trouver chez Opopop, à Besançon, donc le bâtiment de l'Arsenal. Pour les habitants de la ville, c'est en face de l'ancien hôpital Saint-Jacques. Et on souhaite longue vie d'ailleurs à ce projet Opopop, parce que finalement, là, c'est un collectif qui investit un bâtiment public, un ancien bâtiment public, et qui a une destination future encore inconnue. Mais voilà, en tout cas, longue vie à Opopop. Longue vie à Opopop. Et puis merci beaucoup, Maud. Merci Aline. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode des Saumons. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le réécouter, le partager et à lui attribuer quelques étoiles. J'en profite également pour remercier Cyril à la bouvette, grâce à qui ces enregistrements sont possibles. À très bientôt et merci.